Bien, bonjour à toutes et à tous. Déjà, meilleurs vœux pour 2023. On vous souhaite un millésime serein et avec de beaux raisins. On va commencer ces rendez-vous, donc les vendredis du climat. On a voulu vous proposer donc les chambres d'agriculture Centre-Val de Loire et Pays de la Loire. Donc sur des thématiques à enjeux cruciaux là, pour la pérennité de nos exploitations. Donc là, aujourd'hui, c'est la grêle. Donc, quid des actions et de l'impact sur la plante. Donc, la grêle est après comme sujet. Donc, nous sommes trois intervenants. Il y a juste donc, Manon Tonnet qui est aussi au sein de ce consortium. Voilà, donc toute la vallée de la Loire donc, est représentée ici. Donc voilà, au niveau du contenu, on va aborder donc le phénomène météorologique, l'impact physiologique sur la plante. Que faire après et voilà. Donc, comme disait Brieux, donc juste à l'instant, le déroulé du webinaire, c'est que vous avez donc l'onglet conversation là, qui est juste représenté par la petite bulle. Où vous pouvez poser vos questions. Et donc, l'idée là, c'est vraiment de pouvoir répondre en fin de webinaire aux questions. Donc, de quoi sont composées cette série de 4 webinaires autour de l'impact du changement climatique sur notre filière. Donc, aujourd'hui même, la grêle est après. Le 3 février, on vous propose l'eau en jeu de demain, donc lié au stress hydrique. Ensuite, on va parler de travaux en verre, donc comment les gérer en lien avec le changement climatique. Et enfin, donc ce sera le 10 février et le 3 mars, on sera donc sur comment s'adapter à ce phénomène récurrent et très impactant qui sont le gel de printemps. Voilà, je laisse la parole à Brieux qui va commencer par la présentation donc, de phénomènes météorologiques de la grêle. Bon webinaire. Merci Thomas. Donc du coup, pour commencer, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que ce phénomène météorologique, la formation de la grêle. Donc la grêle, ça se forme dans des super nuages, des cumulonimbus, donc c'est des nuages type d'orage, donc où il y a une grosse une présence de masse d'air froid et d'air chaud qui rentrent en contact, et des présences de particules fines, qui sont qu'on appellera des noyaux glacogènes. Donc, comment ça se forme un peu plus précisément dans le nuage? On peut voir que des particules fines sont montées en suspension plutôt dans la partie supérieure du nuage grâce au courant d'air chaud ascendant. Ces particules fines vont s'entourer d'une première couche de glace qu'on appellera le noyau glacogène et va rester à yoyoter un petit peu dans le haut du nuage. Ensuite, ces noyaux glacogènes vont prendre de l'intensité et de la masse et vont chuter à travers le nuage. En chantant à travers le nuage, ils vont s'imbiber d'eau qui va geler autour de ce noyau glacogène. Et enfin, continuer à prendre de la vitesse et chuter au sol directement. Donc voilà un autre schéma un petit peu. Là, on voit un peu le phénomène de yo-yo au tout début du grêlon. Donc on voit qu'il passe à travers différentes étapes, d'où suite à une coupe de grêlon, on voit des couches successives de glace. Alors, il faut savoir une particule de grêle qui tombe au sol tombe à différentes vitesses. Ça dépend de son diamètre et donc de son poids. Un grêlon de 2 centimètres va tomber à une chute de 70 km/h et un grêlon plutôt de 5 centimètres va tomber à une centaine de km/h. Donc voilà, ça peut être assez impactant. Sans schéma, mais en photo, maintenant, on voit ce que ça donne. Là, on voit une supercellule orageuse qui est passée au-dessus du centre Val-de-Loire le 19 juin dernier. Donc la photo de gauche, on voit une photo du côté de Limoges et la photo de droite, une photo du côté d'Orléans, un petit peu. Donc on voit un petit peu ces super cellules orageuses contenant de la grêle. En termes de saisonnalité, on a un peu l'idée de penser que la grêle est un phénomène qui arrive toute l'année, mais surtout l'hiver. Finalement, c'est plutôt faux. L'hiver, on a souvent des cas récurrents de grésilles ou de petites grêles plutôt bordées sur les littoraux. Et finalement, les phénomènes les plus impactants sont les phénomènes estivaux liés à des supercellules orageuses et donc du coup des masses d'air chaud et d'air froid qui se rencontrent. Donc si on le reprend au niveau d'une carte, en fait, on voit ici janvier, février, mars. Donc comme on disait, on est plutôt sur des activités sur les littoraux avec des petites fréquences. Et au fur et à mesure de la saison, notamment juin, juillet, puis un petit peu août, on a une grosse concentration dans le centre de la France et aussi sur la partie qui nous intéresse, sur le Val-de-Loire. Et ces fréquences ont tendance à diminuer au fur et à mesure après de l'année jusqu'à l'hiver.
En termes de récurrence du phénomène, là, on peut voir un petit peu l'évolution des phénomènes depuis 2006 jusqu'à 2020. Donc, on peut voir qu'on a une légère tendance à l'augmentation sur ces 15 dernières années des phénomènes de grêle. Euh, Qu'en est-il des projections pour le futur en lien avec le changement climatique? On estime que la probabilité de grêle de 2 cm va augmenter de 10 à 20% à horizon 2070-2100. Et des grêles supérieures à 5 cm augmenteraient de 20 à 40% en fréquence à horizon 2070-2100. Ça traduit bien ce qu'on évoque par rapport au changement climatique, c'est l'évolution de la fréquence des aléas un petit peu violents. Donc, si on reprend un petit peu ce qui s'est passé en 2022, l'année dernière, par rapport aux chutes de grêle supérieures à 2 cm, donc on retrouve ainsi sur la carte notre langue avec une forte intensité. Mais on peut voir ici qu'il y a une activité aussi importante qui s'est déroulée en Val-de-Loire, donc notamment début juin et fin juin, avec des impacts relativement violents. Donc on peut voir sur les photos là des impacts directement sur les piquets et sur les ceps, et puis un impact très fort sur la vigne en végétation et la récolte. Mais pour ça, je vais laisser la parole à Mathieu qui va nous présenter les impacts physiologiques de la grêle sur la vigne. Merci Brieux. Alors, bonjour à tous. Donc, Mathieu GNO, conseiller donc plutôt sur la zone de la Loire-Atlantique. Et je vais vous parler effectivement comme l'a dit Brieux, des impacts physiologiques, des impacts à la grêle sur la physiologie de la vigne. Alors, tout d'abord, il faut comprendre que c'est des impacts qui dépendent énormément de l'intensité de l'épisode de grêle. Alors, une intensité qui va dépendre de beaucoup de paramètres, hein, notamment, comme le disait Brieux, du diamètre des grêlons, de la densité des précipitations, de la présence de vent, de l'angle avec laquelle les grêlons vont impacter la vigne, etc. Et ça dépend également du stade phénologique de la vigne lors de l'épisode de grêle, qui n'aura pas les mêmes conséquences, notamment si c'est une grêle qui arrive avant ou après floraison. Et enfin, ça va dépendre également de la vigne, de sa résilience, ce qui est notamment dû à son alimentation et à ses réserves. Alors, on va commencer par les dégâts sur les rameaux, hein. Les impacts des grêlons directement sur les rameaux qui vont casser, dans le pire des cas, qui vont provoquer en tout cas des impacts, des lésions qui vont ensuite donner des chancres et qui vont perturber le flux de sève quand il y a un chancre. Quand le rameau est cassé, voilà, tout est dit. Il y a avec les impacts, ils vont aussi détruire les bourgeons. Alors, les bourgeons principaux. Les entrecœurs peuvent aussi être détruits par la suite des impacts. Et il y a les impacts aussi qui vont avoir lieu et détruire, parfois dans les épisodes de grêle les plus sévères, le bois de l'année d'avant, dans lequel il y a une partie des réserves d'amidon. Donc, ça va nuire aussi aux réserves de la vigne sur l'année en cours. Dans le pire des cas, on a les rameaux qui sont éclatés, pelés jusqu'à la base, donc on n'a absolument plus rien. Le fait que les bourgeons principaux soient touchés, dans le cas d'un rameau cassé ou quand le bourgeon a été directement touché par un grêlon, ça va lever la dominance du bourgeon et provoquer le débourrement des entrecœurs, quand les entrecœurs sont eux-mêmes valides. Ces entrecœurs n'ont pas la même fertilité que le bourgeon principal, mais on verra ça tout à l'heure. Justement, en parlant de fertilité des bourgeons, les inflorescences de l'année d'après, de N+1, se créent entre 2 semaines avant la floraison et jusqu'à la véraison. Donc les grappes qui sont contenues dans les bourgeons de l'année d'après se créent à ce moment-là. Et le moment où la grêle tombe, au début de cette initiation ou à la fin, ça va pas avoir les mêmes conséquences. Quand l'initiation a déjà eu lieu, les grappes qui étaient créées pour l'année d'après sont perdues si les bourgeons sont détruits. Donc, ça a un impact direct sur le rendement de l'année d'après, sur N+1.
Dans le cas où l'initiation florale n'a pas encore eu lieu, elle pourra avoir lieu sur les bourgeons qui ressortiront, mais le stress induit par la grêle va perturber cette initiation florale. Donc, dans tous les cas, on aura moins d'inflorescences présentes dans les bourgeons de l'année d'après. On peut aussi parler des dégâts sur les feuilles, hein, donc des feuilles qui sont percées par les grêlons, qui sont perforées. C'est des perforations qui vont à la suite s'oxyder et s'étendre sur la feuille, donc avoir une perte importante de surface foliaire. Une perte de surface foliaire, bon, bah, c'est un stress défavorable à une bonne floraison sur les inflorescences qui vont rester. C'est moins de nutrition pour la vigne, donc un retard de maturité, voire dans certains cas une maturité qui ne pourra pas aller au bout sur la vendange qui reste. Et moins de feuilles, c'est moins de nutrition aussi sur la période de mise en réserve, donc jusqu'à la chute entre les vendanges et la chute des feuilles. Donc ça va également impacter la résilience de la vigne sur N+1, sur l'année d'après. Enfin, ça va avoir aussi joué si la vigne est assez défoliée sur l'ahoutement des bois. Donc, en plus de la perte directe des rameaux cassés, on peut avoir des rameaux qui sont mal aoutés et qui ne sont pas forcément utiles pour la taille. Enfin, il y a des dégâts directs sur les fleurs ou les grappes. Hein, donc, voilà, une grappe qui va prendre un grêlon on va perdre une partie de la grappe, hein, puisque si le pédicelle ou la rafle est touchée, le reste va se dessécher. Ça, c'est quand on est sur fleurs. Si on est directement sur des grappes, bon, bah voilà, les grains vont prendre aussi les grains. Il y a des grains qui vont être détruits, voire toute la grappe, et des grappes qui vont se dessécher. Il va y avoir aussi une reprise d'entrecœurs quand les rameaux sont détruits, des entrecœurs qui sont beaucoup moins fertiles que les bourgeons principaux. Donc ça aussi, ça va avoir une conséquence sur la sortie de grappe. Et enfin, les dégâts sur les baies, c'est des portes d'entrée pour les maladies. Alors, sur quelle maladie? Ben, sur un peu toutes, hein. Le stress de la vigne diminue un petit peu sa résistance au stress biologique. Donc, une vigne qui aurait été grêlée, elle sera vraiment à surveiller quant à l'oïdium, quant au mildiou, quant à la crotte, botrytis. Et également, il y a une maladie qui s'appelle le rot blanc, qui est un peu spécifique à la vigne. À la vigne grêlée, pardon. C'est une maladie qu'on a déjà vu se développer spontanément sans grêle dans certains vignobles, notamment dans la vallée du Rhône, mais la plupart du temps, on l'observe sur des vignes qui ont été grêlées. La grêle va provoquer du splashing sur les blessures et les grappes vont se faire infecter par là. Ça va provoquer des grappes qui vont finir complètement desséchées, donc c'est une nouvelle source de perte de récolte. Ça se caractérise par des baies donc, qui vont commencer par être livides, puis qui vont prendre une teinte brun-rose, avec des pigments blancs. Et donc, voilà, flétrissement des baies et des lésions noires sur les rameaux. Enfin, il y a tout un spectre de réactions physiologiques de la vigne quand elle a subi la grêle. Donc, tout d'abord, suite au stress, il y a un arrêt de croissance. Donc, qui va vraiment dépendre de l'intensité de l'épisode de grêle, hein, qui va durer de 10 à 20 jours, donc ce qui va occasionner un retard de maturité, un retard phénologique, enfin toute une période pendant laquelle il ne va pas y avoir d'activité du tout métabolique de la vigne. Cet arrêt de croissance, sa longueur va dépendre donc de l'épisode de grêle, mais également de la température qui va pouvoir induire une reprise de croissance de la vigne. Et enfin, cette reprise et le fait de devoir refaire des feuilles, des rameaux, etc., ça va puiser directement dans les réserves de la plante, donc c'est encore un affaiblissement pour l'année suivante. Quand on fait le bilan sur l'année en cours, lors d'un épisode de grêle, il y a une perte de récolte directe avec les destructions des inflorescences ou des grappes. Il va y avoir des impacts sur le bois qui peuvent donc modifier le flux de sève et ça peut être déjà assez gênant sur des vignes en place, mais alors sur des plantations, c'est des choses qu'il faut éviter complètement. Donc, ça va être des plantations à rabattre avec un nombre de production en moins du coup, et le temps qu'il faut pour ce travail-là. Le fort stress d'une grêle peut induire sur l'arbre qui reste de la coulure, donc encore une perte directe. Il va y avoir des retards de maturité dû à la défoliation et au retard phénologique. Il va y avoir une plus grande sensibilité aux maladies, potentiellement du rot blanc et donc une fois de plus des pertes directes de récolte. Et il va y avoir une reprise très vigoureuse de la vigne à la suite de l'épisode de grêle et donc plus de temps à passer à l'ébourgeonnage. Sur l'année d'après, le fait qu'il y ait potentiellement des bourgeons qui soient moins fertiles qu'on a utilisés pour la taille va faire qu'il y aura moins de sorties.
Il y a aussi les dégâts sur l'initiation florale qui vont faire que dans tous les cas, on aura généralement moins d'inflorescence et donc voilà, une moins bonne sortie de grappe. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à quantifier parce que ça dépend une fois de plus de l'intensité et de la grêle et de la période à laquelle c'est arrivé. Il va y avoir beaucoup plus de temps de taille. Une fois de plus, ça dépend de l'épisode de grêle. Pour l'instant, on peut donner une moyenne autour de plus 30%. Il y aura moins de bourgeons donc fructifères, comme on le disait, moins de sorties de grappes. Des réserves qui sont grandement diminuées donc par le fait que la vigne ait dû puiser dans ses réserves et le fait qu'il y ait eu moins de feuilles, ou en tout cas plus tard pour la mise en réserve. Et donc, les lésions sur le cèpe et le bois vont limiter le flux de sève, donc provoquer une moins bonne nutrition de la vigne. Voilà pour les impacts physiologiques de la grêle. Donc, moi, je vais redonner la parole à Brieux pour vous parler des dispositifs de protection contre la grêle. Hop, merci. Par rapport aux dispositifs de protection qui peuvent être mis en place contre cet aléa, déjà de base, le phénomène est assez difficilement prévisible, donc pas toujours facile à lutter contre. Donc il existe deux grands types de lutte. La lutte active par perturbation du climat, donc c'est des techniques d'ensemencement ou des canons anti-grêle. Et de la lutte active mécanique, qui sont défilés par la grêle ou la diffusion de sels hygroscopiques. On considère qu'il n'existe pas de moyen de lutte passive contre la grêle qui puisse limiter significativement les dégâts. Par moyen de lutte passive, on entend le non-rognage, l'orientation des rangs par rapport aux nuages de grêle. Ce genre de choses n'induit pas de limitation scientifiquement prouvée des dégâts. Donc pour commencer, la technique d'ensemencement, l'idée c'est d'introduire artificiellement dans les nuages des noyaux de glacogène de iodure d'argent, avec des cheminées là on peut voir sur la photo. Comme je vous expliquais au début, une formation de grêle se fait autour d'une particule en suspension dans le nuage. L'idée c'est d'envoyer un maximum de ces particules dans les nuages pour qu'il y ait une plus grande quantité de grêlons formés, mais de petite taille. L'idée, c'est que ensuite, quand il tombe, le grêlon, il tombe plus lentement, ou voire il fonde avant d'arriver au sol. Donc typiquement, sur ce genre de réseau, on en a un qui est qui est en place entre l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher, avec 70 diffuseurs de iodure d'argent, en amont des couloirs d'orage qu'on peut avoir. Donc l'intérêt de cette technique, c'est qu'elle est relativement peu chère. Il y a un dispositif d'alerte qui existe pour que les opérateurs se mettent en place pour allumer les générateurs, qui sont généralement assez faciles à allumer, hein. C'est une grosse chaudière, on allume et puis le nuage se développe. La problématique de ces techniques d'ensemencement, c'est que ça nécessite un réseau de protection avec des opérateurs présents au moment du déclenchement de l'ensemencement. Et c'est aussi assez difficile à démontrer statistiquement l'efficacité de ces systèmes sur l'impact réel de la grêle derrière, pour estimer si la grêle est moins violente que s'il n'y avait rien eu. En autre technique, on a le canon anti-grêle, comme on peut voir sur la photo à gauche. Donc c'est des générateurs d'ondes de choc. C'est dans les têtes des agriculteurs depuis la fin du 19e. L'idée, c'est d'envoyer un choc dans le nuage au moment du tout début de la création des noyaux glacogènes. Et du coup, ça déstabilise un peu la cristallisation autour de ces noyaux et ça évite la formation de grêlons. Donc c'est une technique qui est relativement peu chère aussi, qui nécessite pas forcément un gros réseau comme on peut avoir avec les nuages d'ensemencement. Et c'est possible d'avoir des systèmes automatiques de déclenchement avec un système de détection d'orage. La grosse problématique de ces canons anti-grêle, c'est que la nuisance sonore est assez importante. En fait, il faut démarrer le processus 20 à 30 minutes avant l'arrivée de l'orage, donc au tout début de la formation, comme je vous dis, et envoyer une sorte de grand coup de canon toutes les 7 secondes. Donc ça peut être assez problématique pour le voisinage. Ensuite, il y a des nouvelles techniques de diffusion de sels hygroscopiques, donc avec l'utilisation de ballons. Avant, on avait tendance à utiliser un petit peu des fusées, mais leur dangerosité a fait qu'on a limité l'utilisation, voire interdit. Donc l'idée, c'est envoyer des ballons en sonde un petit peu dans les nuages,
C'est assez simple d'utilisation. L'idée, c'est que là, on n'a pas du iodure d'argent qui forme en fait des noyaux glaçogènes. C'est envoyer du sel en fait. Donc c'est la même technique que si vous saliez une route. C'est faire en sorte que l'eau présente dans les nuages ne se forme pas sous forme de glace autour d'un noyau. Donc voilà, système relativement efficace, il semblerait, mais on a peu de recul encore sur la méthode qui est assez nouvelle. Ensuite, on a les filets paragrêle, donc deux types de filets, des filets directement monorang à mettre directement sur le rang, qui sont autorisés en AOC depuis 2018, sous réserve d'établir des règles d'utilisation avec l'AOC concernée. Ça couvre toutes les grappes et la végétation, donc ça peut être adapté à la hauteur de feuillage. Ces filets ils sont soit fixes, soit relevables, et accrochés sur les poteaux de palissage. Donc, généralement, on choisit un maillage plutôt large pour limiter un peu l'ombre portée. Globalement, ces filets marchent très, très bien. Il existe aussi du coup des filets de couverture totale de la parcelle, comme on peut voir sur la photo en bas à gauche. C'est le même système que les filets en arboriculture. Par contre, qui ne sont pas autorisés par l'INAO en production d'AOC. C'est plutôt adapté aux vignes larges, parce qu'il faut des ouvertures entre les filets pour laisser déverser la grêle, parce qu'autrement, s'il n'y a pas de trou, la grêle va former un poids et peut tout casser finalement. Donc voilà, et bien choisir sa hauteur de poteau en fonction des travaux qui vont être effectués avec vos machines. Donc l'intérêt du filet monorang, il est assez facile à mettre en place une fois qu'il est mis en place. Il permet de diriger la pousse végétative et il y a il y a une protection des grappes par effet d'ombrage, mais ça n'impacte pas qualitativement les vins. Donc la protection n'est pas totale, mais quand même dépend du maillage. Avec un maillage fin, vous allez avoir une très très bonne protection quand même. Et le temps d'installation initial peut être un peu long. Il faut compter 100 heures hectares pour installer le système à la base. Et peut être relativement cher. Alors là, tout dépend, on a un peu tout. Ça va entre 3 000 et 20 000 euros l'installation à l'hectare. Pour les couvertures totales de parcelles, l'intérêt, c'est que c'est une protection totale de la parcelle et ça facilite les interventions manuelles. Mais bon, le problème, comme on vous disait tout à l'heure, c'est pas autorisé en appellation. Donc voilà, maintenant qu'on a vu les moyens de lutte, je vais passer la main à Thomas Chassin qui va nous parler que faire après la grêle si jamais ça est arrivé chez vous. Merci Brio pour ces éléments. Je prends la main. Voilà, normalement c'est bon. Donc voilà, la question c'est donc que faire après cet épisode, cette aléa climatique dramatique. Donc voilà, on va un petit peu parler il y a quand même une multitude de cas de figure sur le terrain. Donc on va essayer juste de donner des grandes tendances et puis essayer d'étudier quelques cas types. On va voir en premier temps le cas de figure où voilà, ça va être le cas les cas les plus fréquents de ce qu'on observe dans cet hiver 2022-2023. Quand on parle de bourgeon principal, on va parler de bourbon latent, c'est le bourbon qu'on compte quand on coupe une baguette, par exemple. Et puis dans un second cas, pardon, on va parler un peu de la retaille post-grêle. C'est des choses sur lesquelles on a mis en place un petit essai dans le Maine-et-Loire, et puis on va discuter donc de ce cas de figure sur vigne en production et puis sur jeune vigne. Dans un premier temps, on va essayer Thomas, donc de... Oui, on voit pas ton écran. ah ok. On va recommencer. Alors, excusez-moi. Est-ce que c'est bon là? C'est bon? Non, Trop écran noir. noir. Ok. Alors, vous avez, c'est bon, normalement personne ne partage en même temps. Je vais sur fenêtre. Est-ce que là c'est bon? Oui, donc Ah, le plein écran et on sera bon.
Super. Quelle satisfaction. Parfait, merci. Excusez-moi pour le contretemps. Donc voilà, ça ne remet pas en cause ce que je viens de dire à l'instant, hein. Juste voilà, la question c'est qu'on va essayer de différencier finalement l'œil dormant, l'œil latent qui a finalement démarré un an trop tôt, hein. C'est-à-dire que c'est les yeux qu'on aurait dû compter sur le long d'une baguette cet hiver. Malheureusement, en fait, vu les défoliations qu'on a pu connaître, surtout sur le secteur nord-vienne, on a eu du coup des démarrages de ces bourgeons latents. Et donc l'idée, c'est ça, c'est d'observer, du coup, là, comme vous le voyez sur l'image ici, ce bourgeon latent qui a démarré un an trop tôt, finalement. Hein, donc avec un petit côté gang autour de cet axe-là de pouces lignifiés, donc un peu comme un popcorn. Alors, à la différence d'un bourgeon latent, lui, qui est bien resté endormi, finalement, qui n'a pas démarré trop tôt avec, du coup, l'entrecœur qui, lui, n'a pas été non plus impacté par la grêle, voilà, avec sa forme pyramidale classique. Et ensuite, on a un peu le cas de figure du démarrage quand même. Vous avez vu là, les écailles qui sont écartées, avec juste en fait un entre-nœud qui a poussé donc, de cet œil latent, et du coup le maintien des entrecœurs en parallèle. Donc une fois qu'on a bien distingué tous ces différents bourgeons atypiques qu'on n'a quand même pas l'habitude d'observer, il va falloir aussi donc, faire quelque chose d'important, c'est par îlot, tester la pliabilité des baguettes en fonction des parcelles et des dégâts, surtout dans le sens des lésions, parce que si vous les testez dans l'autre sens, elles vont forcément casser. Faites attention aussi dans le sens du pliage, si vous êtes dans un cas où les bois sont encore exploitables. C'est quand même beaucoup moins le cas, on le verra hein, sur des vignes qui ont été touchées fortement avec beaucoup de lésions sur les bois. Donc voilà, et on a donc ce cas de figure où on avait donc le rameau qui a pris la grêle dans le bas là, de l'orientation et donc qui a été remplacé par un œil qui a démarré. Donc c'est pareil, c'est l'œil latent, mais qui a lui bénéficié finalement d'une belle croissance. Et donc voilà, ça ces bois, ils sont quand même de bonne qualité. Voilà, donc on va parler, donc tout à l'heure on parlait de fertilité, du coup Mathieu vous a parlé de fertilité, notamment là on va faire un focus sur les entrecœurs. Donc dans fertilité il y a deux items, hein. Il y a quand même le nombre de grappes moyen par bourgeon et aussi du coup leur taille. C'est comme ça qu'on réussit à faire le paramètre on va dire fertilité et du coup cette image est issue du coup d'un webinaire de la WRI, hein, donc l'Institut technique australien, où eux ont fait des dissections de bourgeons pour aller observer s'il y avait des inflorescences sur les entrecœurs. Donc oui, la réponse est oui, il y a des inflorescences. Vous voyez, sur les bourgeons 7, 8, 9, 10, hein, il y en a une à deux. Voilà, donc c'était sur Cabernet Sauvignon, ça, le cépage. Donc on apprend du coup que la fertilité en nombre est bonne. Par contre, on verra sur un autre essai dans un autre domaine, toujours en Australie. Là, par contre, on sait qu'il y a quand même la taille qui fluctue beaucoup, hein. C'est forcément des grappes qui ont finalement une différenciation beaucoup plus courte en termes de développement de l'inflorescence. Et du coup, ça emmène à des branches forcément plus petites, des plus petites grappes, quoi. Alors, comment on va faire là, pour tailler cet hiver dans ces vignes impactées, hein. Donc, il faut essayer de privilégier du coup des coursons sous les bras, hein. On sait que c'est la zone, le long sous l'écorce, là, c'est la zone où le flux de sève est maximal, hein. C'est dans les 1 à 2 cm sous l'écorce. Il faut que la sève circule. Et en l'occurrence, si vous avez donc un courson orienté sous le bras et puis bien dans le sens du rang, là, comme ça montre, vous voyez, on peut très bien avoir donc, un joli courson ici avec l'œil qui va pouvoir continuer la croissance du bras de gauche dans le sens du palissage. Et ensuite, donc, les sarments issus aussi d'une couronne, comme ici, là, vous avez la couronne qui a démarré après la grêle. Donc, on a quand même des bois qui sont de bonne qualité, de beau diamètre, et puis qu'on pourra utiliser en taille sur des cas de figure où les impacts sont quand même limités. En général, sur les parcelles très touchées, on n'a pas non plus autant de repousses, puisqu'il y a eu le déstockage massif de réserve au niveau de la plante. Donc, pourquoi on parle de ça là? Donc, parce que les coursons, c'est l'avenir de votre bras, en fait, hein. Quand vous avez un bras sur une vigne de 15 ans, vous avez 12-13 coursons qui sont enchaînés dans le même axe. Donc, ça forme un bras. Et voilà, on sait que le courson est le prolongement du bras. Si on commence à mettre du coup des coursons avec des lésions assez fortes, on sait que du coup la conductivité et l'hydraulique de votre flux de sève sera vraiment pénalisée. Donc sur la droite, vous avez ici donc une comparaison entre des bois sains et puis des bois avec des plaies de taille ou des lésions. Vous avez vu le facteur, on divise par 5 finalement le flux de sève
quand vous avez donc sélectionné des bois, par exemple pour faire un courson, avec des plaies liées à la grêle ou des plaies de taille rase. Donc voilà, soyons bien vigilants là-dessus. Il faut vraiment privilégier des gourmands ou alors des sarments qui ont démarré après la grêle pour pouvoir faire un courson dessus. Donc là, dans le cas des bois non manipulables, hein, c'est-à-dire que vos baguettes cassent toutes, hein, voilà, en fait, c'est la retaille classique à courson sur l'ancienne baguette. Hein, malheureusement, il y a eu on a eu aussi de la grêle en 2021 sur le secteur du nord de Serres. Donc, il y a eu des parcelles qui ont été retaillées à baguette. On a pu aller observer que voilà, ces parcelles ont quand même fait des rendements en cabernet assez honorables cette année en 2022. À la suite de cette taille à courson. Donc, soyez bien vigilants, par contre, c'est la charge en nœud. C'est-à-dire que quand vous allez couper, par exemple, ici, sur cette vieille baguette, donc ça, c'est des photos de cette année, on a donc laissé 6 coursons à peu près, et malheureusement, il n'y a que 7 yeux qui sont fonctionnels là-dessus. Donc, il faut bien être vigilant. On était sur une destruction telle que, voilà, en fait, on n'a pas l'intégralité. Si vous laissez un courson, par exemple, de 2 ou 3 yeux francs, on n'aura pas forcément donc un démarrage de tous. Donc, quand on regarde d'un peu plus près, il faut bien faire attention au compte, en fait, au nombre de bourgeons qu'on peut laisser. Donc, voilà, c'est important d'être là-dessus et puis de peut-être en avoir un peu plus, puisqu'on sait que la vendange sera réduite de toute façon par la taille intrinsèque de ces grappes, de ces plus petites grappes. Par perte de réserve à la suite du cycle 2022 de la vie. On pourra aussi donc conserver un sarment issu d'un entrecœur, comme on vous l'a montré au niveau de la dissection des yeux des entrecœurs juste avant. Alors, on rentre un peu dans les choses stratégiques, on va dire. Donc là, les plantiers, un plantier de 2 ans, voilà, on était au stade de la montée au fil de la souche. Hein. Si votre tronc est trop martelé à cause des lésions et des impacts de grêle, premièrement, donc il n'y a pas de manipulation trop possible pour redresser finalement les yeux dans le plan du palissage. Hein. C'est vraiment une chose importante quand on taille ces souches et qu'on les forme, c'est de réaxer les yeux dans le sens du palissage pour que la pousse de ramification soit bien dans le rang. Voilà. Ensuite, dans ce cas de figure, vous voyez, ici, donc c'est un cas simple hein, pour montrer qu'un pampre s'est développé, donc on n'hésite pas à aller monter du coup sur le pampre. Ça peut, dans quelques fois, donc repousser d'un an la mise à fruit. De toute façon, soyez bien conscient que vos plantiers de 2 ans n'ont pas un grand système racinaire encore en développement, en maturité, et que les réserves sont quand même assez faibles, même au niveau aérien, puisqu'en fait, on sait qu'on a des réserves à 60% dans les racines et à 40% dans le tronc. Voilà, donc le but, c'est quand même de garantir une hydraulique satisfaisante du cep. Hein, c'est-à-dire, sous le terme hydraulique, je parle de flux de sève. Il faut que ça soit quand même une autoroute à sève. Un tronc doit être une autoroute à sève quand on forme un pied. Donc là, on a le cas de figure où notre tronc a cassé hein, à cause des impacts. Donc ça, c'est du chardonnay. Donc là, il faudra aussi, pareil, repartir sur un pampre qui pourra redémarrer en 2023. Donc on va venir couper ce sarment qui est impacté de nombreux impacts pour ensuite reformer sur un pampre de qualité. Voilà. Pour les plantiers donc de troisième feuille, si vous avez fait le point un peu sur la parcelle, on doit statuer sur l'intensité de lésion du tronc finalement. Est-ce que le tronc finalement a des impacts mais limités en profondeur? Dans ce cas de figure, voilà, si les sarments de ramification ici, là, donc ce sarment ici à gauche et celui à droite, hein, on voit de nombreux impacts. Donc là, on va laisser presque, vous voyez ici là l'œil latent à démarrer. Donc on va venir couper juste sous cet œil qui a démarré qui n'est pas exploitable pour en fait induire un démarrage d'un sarment sur les yeux de la couronne. Voilà, pour limiter finalement en fait toujours le nombre de lésions dans notre continuum tronc et futur bras. Voilà. Donc voilà, là on a parlé vraiment des cas où il n'y a pas eu de retaille après la grêle. Nous on a voulu donc aussi expérimenter de la retaille post-grêle, c'est ce qu'on a fait donc cette année. Donc vous imaginez bien qu'on n'a pas l'intégralité des résultats qu'on aura en 2003 par rapport en fait à la vigueur, par rapport au rendement. Donc c'est une affaire à suivre. Néanmoins, donc voilà, sur les publications australiennes, ils disent bien que voilà, les vignes en première feuille, voilà, vous avez plein de couronnes sur vos plants, donc on laisse repousser, puis on voit ce qui sera intéressant
en faisant l'effort hein, par rapport à de la taille respectueuse des flux de sève, de choisir le brin le plus bas pour faire des plaies de taille au-dessus. Pour les vignes donc, de deuxième et troisième feuille, ces blessures importantes pourraient interférer avec l'écoulement de la sève. Donc, pour garantir la pérennité du futur cèpe, il faut mieux les raccourcir. Donc, ces vignes de deuxième et troisième feuille, comme on vient de vous l'expliquer à l'instant. Il y a beaucoup finalement de paramètres à prendre en compte par rapport à cette retaille post-grêle. Donc nous, on la préconiserait presque maintenant par rapport à ces vignes en deuxième et troisième feuille, par rapport à ce qu'on nous on a observé cette année. Sur de la vigne déjà en production, il faut qu'on aille un peu plus loin sur les résultats de fermentation. En tout cas, ça dépendra de la capacité d'intervention sur quand même des périodes, juin, juillet, où on est quand même bien accaparé par pas mal de chantiers à la vigne. L'âge de la vigne, le niveau d'impact aussi. Est-ce que la destruction foliaire est complète? Est-ce que la récolte est par terre dans son intégralité? Le stade phéno, donc c'est avant, après floraison ou en fin de cycle. Donc forcément, en fin de cycle, il n'y aura pas de retaille imaginable. Le raisonnement économique qui est important là-dessus, il faut qu'on avance aussi à savoir quel est le surcoût. Hein, en gros, c'est toujours l'histoire du surcoût et de la plus-value. Donc pour les jeunes vignes, intérêt oui. Après, pour l'intérêt sur les vignes en production, on en saura plus dès l'année prochaine. Voilà. Donc ça, c'est l'expérience de Tarita Furlan, donc qui bosse à la Barossa Valley Estate en Australie. Eux, ils avaient de la Syrah. Ils ont grêlé avant fleur sur 8 feuilles étalées. Et ce qui est intéressant là, dans leur retour d'expérience, c'est ça, c'est l'estimation de la perte de récolte. Donc pour eux, ils ont une perte de récolte de 75% l'année même de la grêle et l'année suivante de 25 à 50%. Voilà, alors c'est pas à prendre au pied de la lettre, hein, c'est toujours des tendances, c'est sur Syrah, c'est des Syrah irrigués avec des grosses charges en raisin, c'est une conduite qui est différente, mais voilà, c'est pour donner le risque. Et puis donc en 2022, ils avaient bien observé du coup en faisant des pesées de grappes qu'il y avait quand même une réduction de 50% du poids des grappes issues du millésime suivant. Donc un essai à 3 modalités où on a un témoin où on n'intervient pas et puis un témoin où on retaille à 1 baguette et à 2 baguettes sur la couronne. Voilà, quels sont les résultats? On a donc sur la retaille, ils ont observé que ça stimulait la croissance des rameaux de la couronne, c'est logique, hein, puisqu'on a retaillé. Il y a plus d'options de taille l'hiver suivant. Par contre, sur la non-retaille, finalement, ils ont vu qu'il y avait quand même une réduction du caractère fructifère des rameaux laissés intacts, un peu moins de grappes et puis des grappes plus petites. Voilà. Donc, nous, dans notre essai, on a fait ça sur un Cabernet sur Fercal, un Chardonnay sur SO4. La grêle est arrivée donc, le 4 juin, donc c'est au domaine Saint-Landor en Orvienne. Et donc, c'est sur la commune de C. Et la retaille a été donc, faite le 9 juin, donc quelques jours après. Donc, il y avait pareil, 3 modalités. Un témoin où on ne fait rien. Une modalité où, en fait, on laisse 2 fois 2 yeux. Donc, on supprime complètement la baguette. Et puis une modalité, en fait, on a laissé juste l'empattement de la baguette plus 2 fois 2 yeux par rapport aux coursons qui ont été donc, bien maintenus dans l'axe des bras. Donc ça, c'est des photos donc, au mois d'août 2022. Vous voyez donc là, le diamètre des rameaux, c'est bien l'œil latent, donc entre guillemets hivernal qu'on compte, qui a démarré et qui a donné ces rameaux. La question physiologique aussi sur laquelle on a peu de références, je dirais même peu ou pas, c'est vraiment est-ce qu'il y a eu une deuxième initiation florale sur ces rameaux. C'est vraiment une chose qu'on saura l'année prochaine. Et l'idée, c'est aussi d'estimer les coûts de retaille ou des bourgeonnages. Donc, si on considère du coup cette parcelle de Cabernet Franc, on a fait des pesées de bois de taille. Donc là, vous voyez un peu voilà, ça c'est le rameau qui a pris la grêle. On voit un gros impact ici. On regarde un peu donc les sarments qu'on pu émettre de cette retaille sur vigne en place, sur Cabernet Franc. Donc, on a quand même des rameaux qui sont plus que jolis, avec finalement la sortie de la vendange 2023. En fait, c'est ça qui est un peu troublant, c'est qu'on voit la vendange 2023 en 2022. Et donc en termes de pesée de bois de taille, ça donnait ça. Donc sur la modalité 2 yeux plus l'empattement de la baguette, on était autour de 334 grammes de bois par step. Sur la 2 fois 2 yeux, donc suppression complète de la baguette, on était à 375 grammes. Et sur le témoin, on était à 510. Donc si vous voulez, c'est logique puisqu'on a fait tomber donc, de la biomasse juste après, au mois de juin. Néanmoins, en termes de diamètre de bois et d'exploitation finalement sur la taille, on avait quand même des bois de beau diamètre et puis indemne de lésion concernant voilà, une performance hydraulique de qualité pour la taille suivante.
reste à voir maintenant ce que ça donne en termes de fertilité complète, c'est-à-dire nombre de grappes et taille à la vendange 2023. Pour le cas donc, des jeunes vignes, cette retaille post-grêle, donc, elle a été effectuée donc, sur Chardonnay, Chardonnay sur SO4. On a recoupé donc à 1 ou 2 yeux à la base. Il fallait aussi observer quand même que, petit aparté, c'est que les vignes qui étaient forcément protégées par un tubex, eux, ont eu quand même peu d'impact sur toute la base du jeune plant. Là, en l'occurrence, on n'en avait pas, donc on a retaillé pour pouvoir avoir que du bois sain. Donc là, vous voyez l'impact sur cet axe ici, avec même le sarment qui est cassé en deux, qui redescend et qui s'est desséché. Et puis ici, donc un beau pampre qui est reparti. Donc voilà, les diamètres de bois sur cette jeune vigne sont quand même plutôt de qualité et on ne regrette pas d'avoir retaillé cette modalité. D'autres images donc sur différents plans dans la modalité, vous voyez, donc on a quand même des plans qui sont exploitable pour former finalement le futur tronc pour 2023, avec tout plein de lésions. Vous voyez, donc là, l'idée, c'est de venir sélectionner le bras le plus bas, faire une plétaille en laissant un cône, pour pouvoir former finalement un tronc indemne de lésions. Voilà. Alors, l'intérêt finalement de cette retaille sur cette vigne en deuxième feuille, c'est aussi donc finalement on reporte un petit peu, on limite le report finalement d'un an, la perte sèche, on va dire, de l'édification de la souche d'un an, puisque là, en fait, en retaillant, on a quand même eu aussi un millésime avec, comme vous le voyez, un millésime qui a été quand même assez chaud et qui nous a permis aussi d'avoir une bonne mise en réserve, un bon outement à la suite des pluies d'août. En tout cas, voilà, on a quand même des bois qui sont bien outés et puis de qualité pour cet hiver. Voilà, et les coupes au niveau du trait rouge. Donc 2023, on comparera donc la fertilité en fonction des différentes modalités sur cet essai, sur le chardonnay. Donc on estimera aussi le rendement. On essaiera aussi de voir le statut au niveau de la vigueur, le statut azoté sur ces vignes avec un SPAT qui nous permet de mesurer un peu l'intensité du vert des feuilles. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur la grêle pendant ce webinaire. Donc on arrive à 2h15, c'est plutôt pas mal. Alors, je vous présente vite fait le prochain webinaire avant qu'on réponde aux questions. L'idée, c'est de parler de l'eau, qui est un véritable enjeu de demain pour la filière viticole. Donc, ce sera le 3 février. On viendra un petit peu sur le millésime 2022. On parlera de l'impact physiologique du stress hydrique sur la plante. Alors, effectivement, en 2022, on a eu globalement donc, une forte contrainte hydrique, mais qui s'est mise en place assez, on va dire, progressivement, avec déjà une sortie d'hiver un peu sèche, un printemps légèrement arrosé, saupoudré de quelques pluies salvatrices. Voilà, ça a permis quand même à la plante de mettre en place des réactions de défense et une stratégie de lutte efficace. On va parler donc de l'adaptation stratégique aussi à la plantation. Donc Manon Tonnet, de la Chambre 37, nous parlera aussi de l'eau hochée. On trouve que c'est quand même assez intéressant de parler aussi de l'utilisation de l'eau hochée, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même une grosse consommation d'eau pour tout ce qui est nettoyage du matériel vinicole. Voilà, donc on va pouvoir, si vous le souhaitez, répondre à vos questions. S'il y en a, je n'ai pas vu la conversation, mais on va partir là-dessus, du coup, si ça vous convient. Alors écoute Thomas, on a dû être assez clair, parce qu'il n'y a pour l'instant pas de questions dans la conversation. Si jamais vous voulez en poser, voilà, dans votre bandeau noir au-dessus de nos têtes, il y a un participant, il y a conversation à côté. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire là dans le chat. Nous, on est là pour y répondre encore pour un quart d'heure. A priori, on a été clair. Si jamais vous avez aussi des remarques à faire sur la forme, sur certains points. Ah, une question. Peut-on garder une baguette sur un gourmand bien placé et de bonne taille? Donc, ce sera plutôt pour Thomas, du coup.
Alors, c'est une excellente question. Ça, c'est des choses qu'on a observées, nous, à la suite du gel, hein, quand on avait des destructions complètes de tout ce qui était bourgeons sur les baguettes. Bah, alors, si vous voulez, ça, c'est une réponse, on va dire, à mi-teinte, c'est-à-dire que on peut conserver une baguette sans avoir la garantie de, de, de la pleine production. C'est-à-dire qu'en fait, un gourmand, il n'est pas fondamentalement à zéro de production. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelques grappes, mais en même temps, ce n'est pas garanti qu'on puisse avoir, on n'est pas à 100% de caractère fructifère, comme sur un bois qui est posé sur une baguette. C'est bien là la limite, ou sur un courson. Donc, vaudrait mieux, c'est toujours difficile de répondre à une question sans connaître le contexte, mais en tout cas, peut-être qu'il faudrait mieux conserver du coup un bois de l'année posé sur un bois de 2 ans en refaisant la taille à courson, parce que le problème, c'est que sur votre gourmand, vous pouvez avoir potentiellement un peu de raisin, mais ce ne sera pas sur le niveau de production d'un bois qui est 100% fructifère, d'un bois de l'année posé sur un bois de 2 ans. Voilà. C'est des choses qu'on a souvent observé ça à la suite du gel. Alors, c'est vrai que parfois, voilà, typiquement sur chemin, un gourmand effectivement d'un gros diamètre, on peut avoir quand même un peu de vendange. Après, ce ne sera pas le niveau, ce sera pas le niveau du sarment qui est posé sur un bois de 2 ans, quoi. Voilà. Alors, dans ma présentation, je n'ai pas compris comment on pouvait voir la production 2023 sur les rameaux de 2022. Merci. Alors oui, alors cette vendange, c'est ces grappes qui sont sorties finalement. Donc, je vais remettre peut-être le support. Ça va être plus simple. Si tu veux, on pourra te relire la question ou s'il y a des réactions, on pourra te les donner. Parce que si je scroll, c'est bon, ça défile. Oui, impeccable. Alors, je me suis peut-être. Non, je vois pas. Enfin, j'ai pas il me semblait que j'avais une photo envoyée. Là, on voit une grappe, là, mais ça, c'est sur un zone plan. Je vais avoir d'autres photos sur une autre presse. C'est plutôt, en fait, je me suis peut-être un peu emballé sur mon terme, mais c'est plutôt, en fait, sur les entrecœurs, en fait, on a forcément, du coup, les petits grappes ou les petits grappillons. En fait, si vous voulez, ces grappillons ont bénéficié de la fin de saison du 2022, ont pu quand même donner une grande quantité de vendanges, et c'est pour ça qu'en fait, on avait cette sortie de raisin en fait assez tardive, un peu comme ce qu'on a pu observer aussi dans le Gers, où là, cette année, il y a eu donc des gros dégâts aussi courant août. Et donc, on avait aussi donc, une sortie de raisins sur en fait, ces entrecœurs qui ont bénéficié de toute la fin de saison, et notamment sur le mois d'octobre que vous avez pu connaître, qui était très très chaud, avec des deltas de plus 3 degrés et demi de température. Donc, ouais, je me suis un peu trompé sur le terme, et c'est plutôt effectivement des entrecœurs, la fertilité des entrecœurs qui s'est exprimée en fait beaucoup plus fort que les autres années, ouais, suite à la retaille. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres du coup, questions? Il y a eu une réaction donc, de Eric Vendael par rapport à la fertilité des gourmands, qui avait fait un essai qui montrait que le gourmand avait la même fertilité qu'un autre bois de même diamètre. Donc, ça peut être intéressant. D'accord, Une étude, un résultat d'essai qu'on aimerait bien voir parce que c'est intéressant. effectivement. Ouais, moi, j'ai des retours effectivement de vignerons de côté de Saint-Lambert-du-Laté qui avaient observé quand même. Qui avait Alors, observé du coup une fertilité pas à zéro, quoi, en tout cas, hein, comme on l'a peut-être appris des fois à l'école. En fait, on sait que c'est pas zéro, mais on sait que c'est pas 100% en tout cas. Voilà, après, il faudrait voir sur quel cépage, etc. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à la suite des. Voilà, la fertilité, en tout cas, est pas à zéro, quoi. Ça, c'est sûr. Il faudrait savoir sur quel cépage. Si vous avez. N'hésitez pas à partager l'info.
On a une autre question aussi de Thomas. Serait-il intéressant de faire un traitement soufre en tout début de saison comme pour l'excoriose ou aucun intérêt? Alors, c'est Alors, pas forcément à moi peut-être de répondre, si ça vous dit, les gars, de oui, c'est vrai. Alors, du coup, intéressant de faire un traitement soufre par rapport à quoi? les scorioses, peut-être. Bah, par rapport, comme pour l'excoriose, mais du coup, par rapport à quel aspect de la grêle? Par rapport à la future sensibilité aux maladies? Par rapport à... En tout cas, le soufre ne luttera pas contre la grêle. Et le soufre dans un épisode de grêle, de toute façon, je pense qu'un gros épisode de grêle, en début de saison, il est complètement, il va finir complètement lessivé. Je veux pas... si vous pouviez préciser votre question. En attendant le retour, là, effectivement, donc on a un retour que c'est sur melon blanc. Par rapport aux nécroses. Alors, par rapport aux nécroses, alors les nécroses ne sont pas forcément des nécroses bactériennes. Enfin, les nécroses sont des nécroses qui vont être dues au changement physiologique de la vigne pour cicatriser, à l'oxydation des tissus également, mais le soufre qui a plutôt un effet, on va dire, entre guillemets, antiseptique, ne va pas forcément jouer là-dessus. Et si on pensait aussi à un intérêt justement pour protéger par exemple, l'intrusion du rod blanc à travers les blessures, dans le cas d'un épisode de grêle, le soufre, s'il y a assez de précipitations pour faire du splashing d'inoculum de rod blanc sur les grappes, il n'y a plus de soufre sur les grappes. Après, il faut une parcelle qui sera grêlée sera beaucoup plus sensible et il va y avoir un côté, elle va redevenir très vigoureuse 10 à 20 jours après l'épisode de grêle, souvent dans des moments où la sensibilité au idium ou la crotte est très forte. Donc, elle sera plus vulnérable, elle sera à surveiller. Mais passer avant, Brieux, Thomas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, pour l'instant, j'y vois pas forcément trop d'intérêt. Non, non plus. Je pense que la question, c'est pour l'année suivante. Et l'année suivante, effectivement, n'ont pas plus d'intérêt qu'une année classique. Si vous avez une parcelle historique au Edium, gardez ça en tête qu'effectivement, un traitement souffle peut être intéressant, mais l'impact de la grêle à l'année N-1 ne va pas changer votre réflexion de traitement liée à l'oïdium ou à l'excoriose. Ouais, donc C'est pour l'excoriose, c'est le couple humidité et durée d'humectation qui joue. Donc c'est quand même très lié aux conditions du millésime. Je dirais qu'il faut juste voir les conditions, le nombre de contaminations potentielles qu'il peut y avoir sur le millésime 2023. Merci pour votre conférence. Pouvons-nous intervenir sur l'augmentation de la fructification d'un bourgeon par traitement pour N+2, où la préformation fructifère n'est pas modifiable? Alors, est-ce qu'on peut intervenir sur l'augmentation de la fructification d'un bourgeon par traitement? L'initiation florale, effectivement, va dépendre de plusieurs facteurs et notamment de la nutrition de la vigne. Mais alors pour l'instant, tous les essais qui ont été menés sur le fait de passer un coup d'engrais juste après une grêle pour aider à la reprise, sur le fait de passer un foliaire, etc., n'ont pas montré encore d'effets, voire même des effets parfois plutôt délétères sur la sensibilité aux maladies par la suite. Mais on n'a jamais observé, pour l'instant, dans tout cas dans les études que j'ai pu consulter, d'effets sur la, sur les rendements des années suivantes. On a Je sais pas encore si... une... Ouais. Vas-y, je t'en prie, Brian. On a encore 1 ou 2 minutes si vous voulez une dernière question éventuellement.
ou même des retours, hein, si jamais il y a des choses que vous trouvez qui sont améliorables. Vous êtes il y a un grand nombre d'entre vous qui sont inscrits à plusieurs webinaires. Si vous trouvez qu'il y a des parties qu'on devrait plus développer ou certaines choses dans la forme qu'on peut améliorer pour les prochains webinaires, les prochains de ces 4 webinaires qui vont arriver donc, dans le mois et demi qui vient, on prend aussi. Hein. Existe-t-il des produits cicatrisants, talc, argile, tisane de plantes? Alors, on nous demande aussi s'il y a un replay. Oui, il y aura un replay. Alors, existe-t-il des produits cicatrisants? Oui, ça existe. Les talcs notamment. Ensuite, il faut bien imaginer que sur du rod blanc, voilà, la biblio et les terrains nous montrent que dans tous les cas, il faut passer pour que les traitements aient une efficacité dans les 12 heures après l'épisode de grêle, ce qui n'est pas toujours possible sans s'enfoncer dans la boue jusqu'aux essieux. Donc voilà, ça c'est plus pour le rod blanc. Pour tout ce qui va être de lutte contre le botrytis, contre l'oïdium, contre le black rot, contre le mildiou, il faut bien imaginer qu'il y a l'effet des portes d'entrée, mais qu'il y a aussi l'effet du stress qui diminue simplement la résistance de la plante aux maladies, qu'il y a l'effet de la pousse très très vigoureuse donc dans un moment de forte pression. Et c'est pas forcément de fermer, d'assécher les blessures qui va lutter contre ces autres aspects de la sensibilité aux maladies. Mais oui, contre le rod blanc, effectivement, mais par contre, il faut pouvoir passer dans les 12 heures. Si je peux peut-être apporter un complément, Mathieu. Donc, ouais, les produits cicatrisants. Parce que voilà, la vigne, elle ne cicatrise pas vraiment finalement, hein, quand on voit par rapport à tout ce qui est plaie de taille, elle est plutôt à compartimenter, c'est-à-dire qu'elle va venir isoler la lésion avec une mort en fait cellulaire autour de la lésion pour pouvoir en fait s'isoler tout simplement d'une porte d'entrée. Et après, vous avez donc finalement les meilleures molécules fongicides, qui sont les composés phénoliques, hein, donc les polyphénols, le resveratrol, les viniférines, etc., qui sont sécrétés par la vigne elle-même. Donc en fait, je dirais que faut juste la laisser et puis l'accompagner en termes de rééquilibrage entre ses capacités à se défendre, donc c'est plutôt le métabolisme secondaire, et sa capacité à produire des feuilles et des acides et du sucre, donc, qui sont plutôt les métabolismes primaires. Il faut juste accompagner sa plante, voilà, qu'elle soit dans les meilleures dispositions à ne pas subir d'autres stress. Et en l'occurrence, 2022, il y a eu quand même beaucoup d'autres stress aussi qui sont venus ne pas rendre le travail facile à la vigne pour pouvoir en fait encaisser ce coup de grêle, quoi, je dirais.